Bonjour, dans cette vidéo on va parler d'enthalpie libre de réaction. On établira quelques relations importantes vérifiées par celle-ci. On verra le critère d'évolution spontanée d'un système à température et pression constante et la condition d'équilibre chimique. Enfin, on verra quelques exemples d'expressions de constantes d'équilibre. Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer le chapitre sur les équilibres chimiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir l'enthalpie libre de réaction, critères d'évolution et constante d'équilibre. On va commencer par l'enthalpie libre de réaction. On va considérer pour cela un système fermé, siège de la réaction chimique suivante. Comme on l'avait vu dans la dernière leçon, dG est égal à moins SdT plus VdP plus sigma mu I dNi. Pour un avancement élémentaire d'xi, on a dNi est égal à nu I dxi. En remplaçant dans cette expression, ce terme devient sigma nu I mu I, le taux facteur de dxi. On pose alors delta Rg est égal à sigma nu I mu I. Donc ce terme-là occupe la place de la dérivée partielle de G par rapport à xi à température et pression constante. C'est cette quantité-là qui s'appelle enthalpie libre de réaction. À la pression standard P0, le delta Rg devient delta Rg0 est égal à sigma nu I mu I0, c'est l'enthalpie libre standard de réaction. On va maintenant établir quelques relations qui relient les grandeurs de réaction delta Rg, delta RH, delta Rs. Alors à partir de la définition G est égal à H moins Ts, on va dériver par rapport à xi à température et pression constante. On obtient la dérivée de G par rapport à xi à température et pression constante est égal à la dérivée de H par rapport à xi à température et pression constante moins T fois la dérivée de S par rapport à xi à température et pression constante. On a ici moins T parce qu'on dérive par rapport à xi à température constante. Donc, T c'est un coefficient constant. D'où alors la relation delta Rg est égal à delta RH moins T delta Rs. Parce que ces dérivés par rapport à xi à température et pression constante sont respectivement le delta Rg, le delta RH et le delta Rs. De même, à pression standard P0, on aura delta Rg0 est égal à delta RH0 moins T delta Rs0. On va maintenant voir l'influence de température à pression constante égale à P0. Donc on va dériver le delta Rg0 par rapport à la température. C'est une dérivée droite parce qu'il ne reste que la seule variable T. On va remplacer delta Rg0 par sigma mu I mu I0. Et là, on a la dérivée d'une somme qui est égale à la somme des dérivées en faisant sortir le nu I. Donc on obtient la somme de nu I, la dérivée de mu I0 par rapport à la température. Or, on avait vu que la dérivée du potentiel chimique standard du constituant AI par rapport à la température est égale à moins SI0, l'entropie molaire standard partielle du constituant AI. Donc en remplaçant, on trouve la dérivée de delta Rg0 par rapport à la température est égale à moins mu I SI0 est égal donc moins delta Rs0. On peut mettre le dt de l'autre côté et on peut intégrer de la température T0 à une température T dans un intervalle où il n'y a pas de changement d'état. On trouve alors une relation qui ressemble à celle de Kirchhoff. Delta Rg0 de T est égal à delta Rg0 de T0 moins, puisqu'on a ici moins ici, l'intégrale de T0 jusqu'à T de delta Rs0 dt. On va maintenant partir de la relation de Gibbs-Helmholtz et on se demande si on peut mettre ici delta Rg à la place de G et delta RH à la place de H. Pour cela, on va dériver par rapport à xi des deux côtés à température et pression constante. Donc le 1 sur T carré est une constante, on peut la faire sortir de la dérivée. Et là, on va permuter les deux dérivées et on obtient la dérivée par rapport à la température de 1 sur T, la dérivée de G par rapport à xi. On a fait sortir le T parce que c'est une constante. On dérive par rapport à température et pression constante. Et cette dérivée de H par rapport à xi, c'est delta RH. Et là, on a aussi delta Rg. Et on tombe sur la relation de Gibbs-Helmholtz en utilisant le delta Rg et le delta RH. De même, pour la pression standard P0, on a la dérivée par rapport à T de delta Rg0 sur T est égal à moins delta RH0 sur T carré. Donc si on fixe
la pression à P0, il reste la seule variable T. On peut mettre ici une dérivée droite. Le dt, on peut le mettre de l'autre côté et on obtient cette relation-là. Et on peut maintenant intégrer entre deux températures T0, T, où il n'y a pas de changement d'état. On trouve donc la relation suivante. Delta Rg0 de T sur T est égal à delta Rg0 de T0 sur T0 moins l'intégrale de T0 à T de delta RH0 de T sur T carré. Dans le cadre de l'approximation d'Illingham, dans le cas où on peut considérer que delta RH0 de T est une constante qui ne dépend pas de la température, on peut faire sortir le delta RH0 de T de l'intégrale. Et vous savez que la primitive de moins 1 sur T carré, c'est 1 sur T, donc on tombe sur cette relation-là. Une remarque, comme on l'avait fait pour delta F H0, c'est-à-dire l'enthalpie de formation standard, on peut le faire pour l'enthalpie libre standard de formation qu'on note delta F G0. C'est le delta Hg0 de la réaction de formation du composé considéré. Et on a donc de même pour la fonction enthalpie libre G, la formule de S. Delta Hg0 est égal à sigma nu I, delta F G0I pour une réaction quelconque. Les delta F G0I, on peut les trouver dans des tables thermodynamiques. On a de même pour un corps simple à l'état standard, delta F G0 est égal à 0. Et on a aussi de même pour l'ion H+ en solution aqueuse, l'entropie standard est nulle et l'enthalpie libre de formation standard est nulle aussi. Une autre remarque, on appelle affinité chimique d'un système pour une réaction donnée. La grandeur, qu'on note grand A, comme ça, est égale à moins delta Rg, tout simplement. Et de même, à pression standard P0, on a A0 est égal à moins delta Rg0, c'est l'affinité chimique standard. Petit 2, on va voir maintenant le critère d'évolution spontanée d'un système et la condition d'équilibre chimique. Pour une transformation élémentaire d'un système, siège d'une réaction chimique. À température constante qu'on va noter T0 et pression constante qu'on note P0, on a. Alors comme on a par définition G est égal à U plus P0V moins T0S, avec P0 et T0 sont des constantes, si on différencie le G à température et pression constante, on va avoir du là plus P0 dV moins T0 ds. Or, d'après le premier principe, on a du est égal à delta Q plus delta W, avec delta W c'est moins P0 dV. Et d'après le deuxième principe, on a ds est égal à delta Q sur T0, c'est l'entropie échangée avec le milieu extérieur, plus delta SC, l'entropie créée au sein du système. Donc, dGTP, on remplace du par delta Q plus delta W, c'est-à-dire moins P0 dV, plus le P0 dV qu'on a ici, moins T0, et on remplace ds par cette expression-là. Le P0 dV va se simplifier, et le delta Q aussi en faisant l'entrée de T0. Il reste alors seulement le terme moins T0 delta SC. Alors comme vous le savez, d'après le deuxième principe, on a toujours delta SC est supérieur ou égal à 0. Elle est égale à 0 dans le cas d'une transformation réversible. Il est strictement positif dans le cas d'une transformation irréversible. On aura donc toujours dGTP est inférieur ou égal à 0. On peut déduire que G ne peut que diminuer lors des transformations spontanées, à température et pression constante. Parce qu'une transformation spontanée est toujours irréversible, donc le G diminue au cours d'une telle transformation à température et pression constante. Le G va continuer à diminuer au cours de cette transformation spontanée jusqu'à ce que G atteigne sa valeur minimale. À ce moment-là, l'évolution cesse et le système est à l'équilibre chimique. On avait vu que dG est égal à moins SDT plus VDP plus delta Rg dxi. Donc à température et pression constante, ces deux termes s'annulent et il reste alors delta Rg dxi. Or on vient de voir que delta Rg c'est moins A, donc c'est moins A dxi. Donc la réaction va évoluer naturellement ou spontanément dans le sens où A dxi est strictement positive. D'où alors, si A est positif, alors dxi va être positif. Donc la réaction évolue dans le sens direct, car le dxi est positif, c'est-à-dire le xi a augmenté. Donc la réaction s'est déplacée vers la droite.
dans le sens direct. Par contre, si A est négatif, puisque le produit est positif, donc le dexi va être négatif, donc la réaction évolue dans le sens inverse, c'est-à-dire vers la gauche. Dernier cas, si A est égal à 0, on aura dGTP est égal à 0, et donc le système n'évolue pas, puisque G reste constant, il y a équilibre chimique. Donc la condition d'équilibre chimique, c'est que l'affinité chimique du système est nulle pour la réaction considérée. Petit 3, quotient de réaction et constante d'équilibre. On a delta Rg est égal à sigma mu i. On va remplacer le mu i par l'expression qu'on avait vue dans la dernière leçon, c'est-à-dire mu 0 i plus RT log népérien de AI, l'activité du constituant AI. Alors cette somme, on va la diviser en deux sommes, on obtient alors sigma nu i mu 0 i plus RT, on peut le mettre en facteur, et on obtient ici RT, somme de nu i log népérien de AI. Ce terme-là, c'est le delta Rg0. On a donc delta Rg est égal à delta Rg0 plus RT log népérien de Q. Là, d'après les propriétés du log népérien, on peut mettre nu i à l'exposant de AI et on obtient une somme de log népérien qui n'est autre que le log népérien du produit. Et donc le Q va être égal au produit des AI à la puissance nu i. C'est ce qu'on appelle le quotient de réaction ou encore produit des activités. À l'équilibre, ce Q, on le note Q équilibre, il va être égal au produit des AI à l'équilibre à la puissance nu i. Et c'est cette quantité-là qu'on appelle la constante d'équilibre. Et on la note K de T. On fait apparaître le T ici parce que le K ne dépend que de la température comme on va le voir. Alors comme on vient de le voir, à l'équilibre, on a l'affinité chimique est nulle. Et donc cette somme va être nulle en remplaçant Q par K de T. Ce delta Rg0, on va le mettre de l'autre côté. On divise le tout par RT. Et on tire K de T égale A exponentielle moins delta Rg0 sur RT. Alors là, on voit bien que le K de T ne dépend que de la température, parce qu'on a ici T, et le delta Rg0 est égal à sigma nu i mu i0, et on sait que les potentiels chimiques standards ne dépendent que de la température. Donc le K de T ne dépend que de la température, et c'est un nombre sans dimension comme vous le voyez. On va voir maintenant ce qu'on appelle la relation de Van 't Hoff, qui exprime l'influence de la température sur la constante d'équilibre. Pour cela, on va partir de cette relation-là. On va isoler le delta Rg0 sur T, donc est égal à moins R log népérien de K de T. Et on va utiliser la relation de Gibbs-Helmholtz qui utilise ce rapport-là. La dérivée de delta Rg0 sur T est égale à moins delta RH0 sur T carré. Et on remplace le delta Rg0 sur T par moins R log népérien de K. On fait sortir la constante moins R, donc le moins va disparaître. Et on va diviser le tout par R et on obtient donc la loi de Van 't Hoff. La dérivée de log népérien de K de T par rapport à la température est égale à delta RH0, c'est-à-dire l'enthalpie standard de réaction, sur RT carré. On peut mettre le dt de l'autre côté et on intègre entre deux températures T0 et T, sachant qu'il n'y a pas de changement d'état entre ces deux températures. On obtient alors log népérien de K de T est égal à log népérien de K de T0 plus l'intégrale de delta RH0 de T sur R de T sur T carré. Dans le cadre de l'approximation des linéaires, si on considère delta RH0 est une constante indépendante de la température, on peut faire sortir ce terme de l'intégrale. Vous savez que la primitive de 1 sur T carré, c'est moins 1 sur T. On obtient donc la relation intéressante suivante. Log népérien de K de T est égal à log népérien de K de T0 plus delta RH0 sur R, facteur de 1 sur T0 moins 1 sur T. On va voir maintenant quelques exemples d'expression de K de T. Pour un cas que vous connaissez, c'est l'équilibre acide-base en solution aqueuse. Considérons par exemple l'acide acétique ou éthanoïque dans l'eau. Il se dissocie partiellement en donnant CH3CO- plus H3O+. Comme vous le savez, l'acide éthanoïque est un acide faible, il ne se dissocie pas complètement. Il donne alors un équilibre chimique dans une solution aqueuse. On va écrire la constante de cet équilibre-là.
Donc c'est le produit des activités à l'équilibre. On a 3 solutés dans le solvant qui est l'eau ici. Donc pour un soluté dans un solvant, l'activité c'est la concentration sur C0. Donc pour l'acide éthanoïque, on a le coefficient -1, donc à la puissance -1, l'activité de l'eau à la puissance -1, multiplié par l'activité de CH3CO- qui est égale à sa concentration sur C0, multiplié par la concentration de H3O+ sur C0. L'activité de l'eau est égale à 1 puisque c'est le solvant, donc ce terme-là va disparaître. Et là, ça va s'inverser, donc un C0 va se simplifier, et la concentration de CH3COH va venir au dénominateur, et on obtient alors la constante d'équilibre suivante, que vous connaissez déjà, et que vous avez appelée la constante d'acidité. Seulement, vous n'avez pas écrit le C0, et pourtant on vous disait que le Ka est sans dimension. Pour le deuxième exemple, on va utiliser un équilibre de précipitation en solution aqueuse. On va prendre l'exemple de HgCl, qui est un sel peu soluble dans l'eau, donc il se dissocie partiellement en Ag+, plus Cl-. Donc comme on l'avait fait ici, on va obtenir K est égal à la concentration de Ag+, multipliée par la concentration de Cl- sur C0 au carré pour avoir quelque chose sans dimension. Et cette constante-là, vous l'avez appelée la constante de solubilité et vous l'avez notée Ks. Donc comme vous le remarquez, les constantes d'équilibre que vous avez déjà utilisées, Ka, le Ks, etc., ne sont que des cas particuliers de constantes d'équilibre. Pour un système polyphasé, comme troisième exemple, on va prendre la réaction l'oxyde de fer solide avec CO, le monoxyde de carbone gazeux, qui donne Fe solide plus CO2 gaz. Donc là, on est en présence d'une phase gazeuse avec des phases solides. On avait vu que les solides sont presque toujours non miscibles et chacun constitue une phase à lui seul. Donc leur activité va être égale à 1. Et pour les gaz, l'activité c'est la pression partielle sur P0. Et donc comme ça, on aura K est égal à PCO2 sur PCO. Le P0 va se simplifier. Maintenant, vous êtes capable d'écrire l'expression de la constante d'équilibre de n'importe quel équilibre chimique. Il suffit pour cela de connaître l'expression de l'activité chimique de chacun des constituants. Pour finir, je vous propose l'application suivante. Déterminer la pression de vapeur d'eau en équilibre avec l'eau liquide à 25 degrés Celsius sous la pression P0. Donc on imagine ici un verre d'eau en équilibre avec l'atmosphère, c'est-à-dire l'air à la pression P0. Donc il va y avoir un équilibre chimique qui va se produire entre l'eau liquide et l'eau vapeur. Pour résoudre cet exercice, vous aurez besoin des données suivantes. La différence des potentiels chimiques standards entre l'eau liquide et l'eau gazeuse, c'est moins 8,57 kJ-1, et la constante des gaz parfaits, R est égale à 8,314 unités SI, c'est-à-dire Joule, Kelvin-1, mol-1. On passe alors au corrigé. On considère pour cela l'équilibre suivant. H2O liquide en équilibre avec H2O gaz. On va écrire l'expression de la constante de cet équilibre-là. Puisqu'on a un gaz, c'est sa pression partielle sur P0. Et l'eau liquide, son activité est égale à 1. Donc, la constante d'équilibre va être égale à la pression partielle de H2O gaz sur P0, qui est égale en même temps à l'exponentielle de moins delta Rg0 sur RT. Or, delta Rg0 va être égal, d'après l'expression de cet équilibre, c'est mu0 de H2O gaz moins mu0 de H2O liquide. Et donc, en remplaçant, on trouve P de H2O gaz est égal à P0 multiplié par l'exponentielle de mu0 de H2O liquide moins mu0 de H2O gaz, puisqu'on a un signe moins ici. En remplaçant par les valeurs données à la fin de l'exercice, en faisant attention à transformer le kilojoule en joule en multipliant par 10 puissance 3 et le degré Celsius en Kelvin, et sachant que P0 c'est 10 puissance 5 Pascal, on trouve la valeur de la pression partielle, le H2O vapeur, dans l'atmosphère au voisinage de la surface de l'eau liquide, 3,15 kPa, c'est-à-dire quelques 3150 Pascal, valeur qui peut paraître assez grande, mais comparée à la pression atmosphérique, elle ne représente que quelques 3%. Cette pression de vapeur d'eau dans l'atmosphère au voisinage de l'eau liquide
malgré sa faiblesse, permet d'expliquer le fait que l'eau liquide disparaît au bout d'un certain temps, surtout s'il y a un courant d'air au voisinage de la surface qui fait évacuer cette vapeur-là et qui fait donc diminuer cette pression partielle de vapeur d'eau. L'eau liquide est obligée de s'évaporer de nouveau pour atteindre cette pression d'équilibre-là. Et donc, la quantité d'eau va diminuer avec le temps jusqu'à ce que le liquide disparaisse complètement. Et c'est grâce à ce phénomène-là que les vêtements sèchent sans avoir à les porter à haute température. Pour se rendre compte de la vapeur d'eau qui existe dans l'atmosphère, si vous habitez dans une zone humide, surtout si vous habitez au voisinage de la mer, je vous propose de faire l'expérience suivante. Il suffit de verser de l'eau froide dans un verre. Au bout d'un certain temps, il va apparaître des gouttelettes d'eau sur les parois. Comme ici sur cette photo, c'est la vapeur d'eau qui existe dans l'atmosphère qui s'est condensée sur les parois froides. Voilà, on est arrivé à la fin de cette leçon. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas de faire un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager et de commenter. Merci de votre attention et à la prochaine.